nous en avons peut-être dénombré moins d'une dizaine sur toute l'étendue du territoire national. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, tous ces dysfonctionnements en matière d'absence de logo ne proviennent pas entièrement de la Sénat. Les partis politiques aussi ont leurs responsabilités dans la mesure où, lorsque nous avons imprimé le spécimen, nous avons invité tous les partis à venir faire leurs observations. Il y en a malheureusement qui ne se sont pas présentés et qui aujourd'hui estiment qu'ils étaient là et qu'on ne les a pas pris en compte. Cela dit, nous pouvons vous affirmer aujourd'hui que, comme le prévoit la loi, toutes les cantines sont rentrées à la Sénat. Après réception des 546 cantines en provenance des arrondissements, la Sénat les a rangées par commune, commune par commune, arrondissement par arrondissement, et nous avons entamé le dépouillement des plis à partir du jeudi 2 juillet. Actuellement, la Sénat s'active à travers 4 équipes qui ont été mises en place pour procéder à ce dépouillement en vue de donner les résultats sortis des urnes dans les prochains jours. Je pense que si le travail se poursuit comme il se fait, nous serons en mesure, dans les 2 semaines qui arrivent, serons donc en mesure de pouvoir donner les résultats. Sauf s'il y avait quelques difficultés de dernière heure qui surgissaient. Mais nous ne l'espérons pas. La Sénat voudrait rappeler à tous les partis politiques que conformément aux dispositions du Code électoral, c'est la Sénat qui proclame les résultats, qui, bien entendu, à ce que le contentieux soit porté au niveau de la Cour suprême. Donc, tout ce qui se dit aujourd'hui à travers les médias, à travers les meetings, à travers les déclarations des partis politiques ou des dirigeants des partis politiques, tous ces résultats qui sont donnés n'engagent que ceux qui les donnent. Ces résultats n'engagent aucunement la Sénat. Toutes ces déclarations qui sont faites aujourd'hui sont en violation des dispositions du Code électoral. La Sénat voudrait en appeler à l'esprit de patriotisme de tous pour que ces genres de déclarations-là cessent afin de maintenir la paix et la quiétude au sein de notre société. Nous n'avons pas besoin de conflits post-électoraux, mais malheureusement, ces genres de déclarations peuvent nous y conduire. Voilà pourquoi nous demandons à l'ensemble du peuple béninois, aux acteurs politiques, de demeurer sereins et vigilants et d'attendre que la Sénat ait fini son travail et en ce moment-là, elle sera en mesure de donner les résultats. Et si un parti politique n'est pas satisfait des résultats, il pourra saisir la Cour suprême. Eh bien, vous l'avez annoncé en début d'édition, j'ai sur ce plateau le ministre des Affaires étrangères, M. Salihou Wakadiri. À nouveau, bonsoir. Alors, notre pays vient d'accueillir le président français, François Hollande. Alors, comment est-ce qu'on peut décrypter la visite d'État de François Hollande au Bénin? Merci, cher ami. Comme vous venez de le rappeler, le président François Hollande a séjourné chez nous, au Bénin, les 1er et 2 juillet 2015. Cette visite répond à une invitation que lui a adressée son homologue béninois, le président Yahi Boni. Elle
intervient aussi dans un contexte marqué par une série de rencontres qui sont en préparation. Je veux citer notamment la conférence des Nations Unies sur les OMD qui se tiendra en septembre prochain, et puis la conférence des parties paires à la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques qui aura lieu à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015. Donc, à la veille de tels événements, il est normal que les chefs d'État s'entretiennent, échangent sur les différents points de vue, histoire donc d'amener la conférence à aboutir à un gros succès. Donc, le président François Hollande a séjourné au Bénin pour discuter de toutes ces questions avec son homologue et surtout parler aussi de la coopération bilatérale et d'autres sujets relevant donc du contexte politique international. Alors, en termes de coopération bilatérale entre la France et le Bénin, qu'est-ce qu'on peut retenir du tête-à-tête entre François Hollande et Yahya Pony? Vous savez, le séjour du président français peut être découpé en deux phases. La première phase qui est faite d'entretien et la deuxième phase qui est faite de visite de terrain. Au niveau donc des entretiens, il faut retenir le tête-à-tête entre les deux présidents. Un tête-à-tête, comme son nom l'indique, c'est des sujets d'intérêt commun entre les deux parties. Ils ont parlé de quoi? Oui, tête-à-tête entre les deux. Vous imaginez la coopération bilatérale, les sujets brûlants de l'actualité, j'imagine le terrorisme, les problèmes de sécurité dans la sous-région, les problèmes de sécurité alimentaire qui tiennent beaucoup à cœur à notre président, et autant de sujets qui en fait les questions politiques au Bénin, parce qu'on est à quelques mois de la fin du mandat et de l'élection présidentielle. Bien sûr. D'ailleurs, le séjour du président, on peut dire que ça a été l'occasion, une fois encore, de montrer combien la communauté internationale apprécie positivement le climat politique qui prévaut au Bénin ici, la manière dont notre démocratie se consolide au quotidien, tout cela, et je crois que le discours que le président français a prononcé devant les institutions en parle largement. Donc je disais que... Est-ce que ce n'est pas un discours de circonstance? Est-ce que c'est un lien direct avec la réalité politique sur place? Pas du tout, bien sûr. Écoutez, vous voyez, ce qui se passe au Bénin aujourd'hui, malgré les forces et les faiblesses, malgré les difficultés qu'on peut rencontrer par-ci par-là, écoutez, on peut dire que la démocratie béninoise se porte bien et qu'elle se consolide chaque jour. Voyez-vous, pouvez-vous dire un pays dans lequel il n'y a pas de ces genres de difficultés? Non, il y en a, mais malgré cela, le peuple béninois arrive à avancer progressivement par rapport aux sollicitations, donc à ce que veulent les populations. Donc à partir de là, je crois que nous pouvons dire que l'arrivée de François Mitterrand, il a d'ailleurs dit dans son discours, c'est pour encourager le Bénin à aller de l'avant, à consolider davantage sa démocratie. Je crois qu'on peut dire que ça là, en termes de retombées politiques, c'est une très bonne chose pour le Bénin. Donc, je disais qu'au-delà du tête-à-tête, il y a les entretiens bilatéraux au cours desquels la coopération a été passée au pain fin. Vous savez que depuis la signature du document, le DCP, le document cadre prioritaire, donc de 2013, 4 grands secteurs ont été identifiés. 4 grands secteurs ont été identifiés: la consolidation de la démocratie, le soutien aux infrastructures, le soutien aux services sociaux, le soutien au secteur privé. Donc, en plus de cela, de ces différents secteurs dans lesquels les actions en cours ont été passées au peigne fin, les entretiens se sont terminés par la signature de 2 conventions importantes. Une convention d'appui au secteur de l'enseignement secondaire pour 6,5 milliards de nos francs, et puis un soutien également au projet Songhai, qui est aujourd'hui un projet de référence qui fait école dans
la sous-région. Ouais. Donc, après cette discussion bilatérale, au cours desquelles également le président français a été décoré, et en retour, il a décoré également le nôtre. Il y a eu le temps fort du séjour, c'est également la rencontre avec les institutions. Suite aux propos introductifs de notre président, le président français a délivré un message dans lequel, au plan politique, il a rendu hommage à la démocratie béninoise. Très bien, il a rendu hommage à la démocratie béninoise et il a réaffirmé le soutien de la France au Bénin pour les avancées dans le sens donc de la considération de cette démocratie. Il a également profité pour dire que toutes les fois que les pays africains seront dans la ligne donc, de ce que prévoit la Constitution, ils peuvent toujours trouver le respect donc, de leur Constitution, la France sera toujours présente. Et au plan économique, la France a également, à travers le président français, réaffirmé son soutien au Bénin et à faire en sorte que tous les programmes qui sont en chantier depuis la rencontre de Paris donc de l'année dernière, eh bien, par rapport au fonds à mobiliser, la France a donné son appui pour que le Bénin, en tout cas, puisse mener à bien les programmes qu'il a en cours. Donc, je peux dire que au plan politique, ça a été un temps fort, donc pour de soutien à la démocratie. Au plan économique, des perspectives sont tracées, surtout lesquelles, par exemple, surtout économique. Par rapport au secteur économique, vous savez, le Premier ministre a rencontré une forte délégation d'hommes d'affaires. Et au cours donc des échanges qui ont eu lieu, les hommes d'affaires français ont pris l'engagement de s'investir dans plusieurs secteurs. Le secteur ferroviaire, par exemple, il y a bien sûr Bolloré, mais il y a beaucoup d'autres choses à faire encore. Mais le secteur de l'énergie, tout le monde sait aujourd'hui les difficultés que connaît le pays en matière d'énergie. Et au cours des entretiens bilatéraux déjà, le chef de l'État a beaucoup insisté sur ce plan-là, sur ce dossier-là, sur ce secteur-là. La boucle ferroviaire, on en a beaucoup parlé, la boucle ferroviaire. Absolument. Il y a une petite polémique là quand même autour de Bolloré et de notre Vous avez entendu comme moi le point... Qu'est-ce qu'il en est concrètement? Vous avez entendu comme moi le point fait par la secrétaire générale de la présidence. Donc il n'en est absolument pas question. Ce dossier avance et avance bien. Donc fini les interprétations qui ne cadrent pas avec la réalité. Vous avez suivi la secrétaire générale. Donc ce projet-là avance et avance bien. Donc, alors globalement, qu'est-ce qu'on peut retenir donc de cette visite-là, de retombées pour notre pays? Mais je vous dis, au plan politique, c'est au moins l'image du Bénin qui a été encore redorée à travers cette visite-là, parce qu'un chef d'État français ne se rend pas dans n'importe quel pays, un pays où on fait des contentions par rapport à la Constitution. Non. Donc le fait qu'il soit arrivé ici, au Bénin, cela montre que vraiment l'image du Bénin par rapport au développement de sa démocratie, c'est que l'image est très bonne. Et au plan économique, nous avons encore des opportunités de trouver des hommes d'affaires français qui pourront s'investir dans plusieurs secteurs. Et je dis le secteur de l'énergie est un secteur prioritaire dans lequel le chef de l'État a souhaité que les Français s'investissent. Et je crois que des engagements ont été pris dans ce sens-là. Enfin, je peux vous dire aussi que par rapport aux questions multilatérales, la conférence de Paris sur les changements climatiques qui aura lieu bientôt là, des sujets ont été abordés là-dessus parce que ça a également des retombées sur l'énergie, sur le climat. Vous savez ça. Donc, la question du développement urbain également sera une des conséquences de cette conférence. Et par rapport à cela, vous savez que le président français, au cours de son séjour, a promis 20 milliards de francs pour le développement de la ville de Cotonou et la ville de Porto Novo. Ça, là, il faut le souligner comme étant également une des retombées de cette rencontre-là. Grosso modo, je peux vous dire que la visite du président français a été une visite vraiment couronnée de succès. Pour nous, au plan politique, ça a permis au Bénin encore de rebondir au plan politique en termes d'image sur la scène internationale, et au plan économique, elle ouvre cette visite-là des opportunités aux hommes d'affaires français, aux hommes
hommes d'affaires béninois d'aller loin dans les affaires qu'il a menées entre eux. Merci, Monsieur le Ministre. Je rappelle que vous intervenez donc dans le cadre de la visite du président français François Hollande au Bénin. Merci d'être passé et à très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Dans le cadre des élections municipales, communales et locales du 28 juin 2015, le consortium d'ONG et de réseaux Alcré, Social Watch, Wanep Bénin et la Coalition nationale pour la paix a déployé sur l'ensemble du territoire national une mission d'observateurs nationaux. Objectif s'assurer du bon déroulement du scrutin. À cet effet, les membres de la mission ont tenu en début de semaine une conférence de presse à l'Infosec de Cotonou. Suivez ici un extrait de leur déclaration au micro de Karine Aguet et de Patrick Bénon. Beaucoup de postes de vote visités par nos observateurs ont ouvert à l'heure prévue. 2 postes de vote ont ouvert avant 7 heures. La grande majorité des postes de vote ouverts en retard ont affiché des retards allant de 5 minutes à 1 heure de temps. Le plus grand retard a été noté par nos observateurs à Natitengu, dans l'arrondissement de Pépé-Riankou, où les postes de vote 1 et 2 ont ouvert à 13h30. Le matériel électoral affecté a été utilisé comme requis. Cependant, dans plusieurs postes de vote, de mauvaises utilisations ont été notées, telles que l'utilisation des bulletins communaux pour l'élection locale. Nos observateurs ont croisé sur le terrain leurs homologues du programme Participe, piloté par Alcré Social Watch, de la plateforme des organisations de la société civile pour des élections transparentes et apaisées, du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et des cultes, de la Commission nationale de gouvernance du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, CNG-MAEF, de l'Observatoire chrétien catholique de la gouvernance, OCCJ. Globalement, l'atmosphère était au calme et à la discipline dans la grande majorité des postes de vote observés. Toutefois, des cas d'échauffourée, des interruptions du scrutin par le fait d'électeurs, de candidats, de militants politiques ont été signalés par nos observateurs. Dans l'ensemble, le défi du 28 juillet 2015 a été relevé au regard des rapports faits par nos observateurs sur les 10 heures qu'a duré le scrutin à travers ces différentes phases. Nous tenons à féliciter la Commission électorale nationale autonome, Sénat, pour les efforts consentis. Le chef de l'État a reçu en audience le directeur du développement et des relations extérieures du groupe Bouygues et le ministre sud-africain des Transports au menu des échanges. Certains grands projets, notamment le 4e pont de Cotonou, l'hôpital de référence et l'aéroport de Glodjigui. Les détails avec Henri Ziota. Si le président de la République a reçu en audience le directeur du développement et des relations extérieures du groupe Bouygues, c'est pour en savoir davantage sur 4 projets au portefeuille du groupe dont la réalisation lui tient à cœur. Parce que participant de la sécurité humaine, il s'agit des projets de construction de l'hôpital de référence, du 4e pont à Cotonou et de l'autoroute devant relier le Bénin au Nigeria. Je suis ici pour rendre compte au président Boni Yayi de l'avancée de nos études sur les différents grands projets qui lui tiennent à cœur. L'hôpital de référence de Cotonou, le contournement nord de Cotonou et le 4e pont, et un éventuel projet autoroutier reliant la frontière du Nigeria au nord. Comme vous l'avez déjà dit, le président suit ça de très près. Il tient à ce que nous puissions lui rendre compte précisément de l'avancée de nos travaux, et nous avons profité du déplacement officiel du président Hollande pour essayer et donner un coup d'accélérateur à l'ensemble de ces projets. Autre grand projet de développement ayant fait l'objet de discussions avec une émissaire du président sud-africain Jacob Zuma, c'est le projet de construction de l'aéroport de Glodjigui. La ministre sud-africaine des Transports est venue informer le président de la République de l'évolution du projet qui, dans quelques instants, entrera dans sa phase active de réalisation. En témoigne la signature de 2 accords
objet de sa présence au Bénin. We are here today to finalize, I would say, a process that was started many years ago. Nous sommes ici aujourd'hui, la délégation sud-africaine, pour finaliser un processus qui a commencé il y a plusieurs années de cela. Ce processus a été concrétisé en 2011 par une mission que le président Boni Yaya a effectuée en Afrique du Sud. Et cela a été suivi par l'engagement des deux pays à faire de ce projet la construction du port de Glodjigbe une faisabilité, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Alors nous sommes venus rendre compte au chef de l'État de ce qui a été fait aujourd'hui, surtout parce que nous voudrons vraiment aller vite dans la mise en œuvre de ce projet. Aujourd'hui, nous avons signé deux accords principaux. Le premier porte sur la construction de l'aéroport international de Glodjigbe et le deuxième porte sur les questions connexes au transport en général, c'est-à-dire les routes, les ports, les rails, pour parler surtout des trains voyageurs. Nous avons donc mis un accent particulier sur ces points-là. Aujourd'hui également, nos experts ont mis en place une équipe technique de supervision bilatérale et qui sera présidée par le ministre des Transports de l'Afrique du Sud et par le ministre béninois des Transports et des Travaux publics, auxquels vont s'ajouter certains cadres qu'ils vont désigner. Donc aujourd'hui, nous sommes très heureux de prendre cette initiative parce que désormais, le chemin est balisé, le financement est devenu une chose possible. Nous aurons ce financement à partir de l'organe de financement de NESS. Nous allons pouvoir procéder à l'élaboration surtout de l'étude de préfaisabilité. Tout à l'heure, dans très peu de temps, nous allons vraiment commencer le travail. Alors le chef de l'État a été très impressionné par ce progrès que nous avons réalisé, surtout depuis les 48 heures passées, parce que l'aéroport international de Glodjigbe, lorsqu'il sera réalisé, sera un élément catalyseur pour le développement de la région, non seulement pour le Bénin, mais surtout pour les pays comme le Nigeria et toute l'Afrique en général. C'est désormais fait, le pont de Fifadi a été ouvert à la circulation. Sa mise en service a eu lieu hier en présence du maire de la ville de Cotonou et du Premier ministre. Fallon Kisezounou pour le reportage. Voici le joyau mis à la disposition des populations de Cotonou et ses environs. Le pont de Fifadi répond au souci du gouvernement d'assurer une continuité du trafic en toute saison sur cet axe jadis impraticable en saison pluvieuse. Financé par la Banque mondiale, cet ouvrage présente plusieurs caractéristiques. L'ouvrage en lui-même est composé de 4 parties, brièvement. Nous avons le pont en lui-même, qui est un ouvrage d'art de portée 60 mètres. C'est un ouvrage qui est fondé sur pieux. Nous sommes sur un mauvais sol, un sol très mauvais, très mouvant. Ça a nécessité qu'on fonde le pont jusqu'à 70 mètres. Donc nous avons 2 rampes de part et d'autre qui cumulent à peu près 800 mètres. Troisième partie de l'ouvrage, c'est les voies latérales. Pour agrémenter tout cela, il est prévu un espace d'agrément côté Sainte-Rita qui couvre à peu près 2 hectares. Ce sera un espace où il y a des aires de jeu pour les enfants, des pistes pour l'athlétisme sur les 2 hectares. La construction de ce pont facilitera la circulation et le drainage des eaux qui jadis inondaient les domiciles et les rues. Son ouverture permettra également la fluidité de la circulation urbaine dans la ville de Cotonou et engendrera bien d'autres effets multiplicateurs à la satisfaction des populations béninoises. C'est tout heureux que le maire de la ville de Cotonou a expliqué l'idée de la réalisation de ce pont qui a germé depuis les années 90. Une grande partie de la ville est dans les marécages. Et quand je suis revenu de Washington en 90, j'ai dit qu'il fallait, notamment sur cette voie, où les femmes pataugeaient autour des marchés, avoir, disons, une voie pavée. Après, j'ai eu la chance et la banque nous a accompagnés. Première fois. Deuxième fois, quand le président de la banque, Wolfovis, est venu à Cotonou, je l'ai amené sur la digue de Fifadi. J'ai dit ici, nous sommes dans le golfe de Guinée, qui appelle le golfe du Mexique, et nous avons les mêmes problèmes. Il a dit, je vais t'aider. Il a envoyé 18 milliards de francs CFA, ce qui est pas mal. Et puis alors, la troisième phase,
a été effectivement le fait que, avec le PUGEMU, quand nous avons, on peut dire, survolé la VIC avec le président Yahi Boni, j'ai dit qu'il faut s'adresser aux organismes de Bretton Woods. Et c'est comme ça que ce projet a eu son, disons, arrivé dans sa phase finale. Procédant à la mise en service provisoire de l'infrastructure, le Premier ministre a salué les responsables de ces chefs-d'œuvre avant d'exhorter la population à en faire bon usage. C'est une excellente coproduction de la mairie, de l'exécutif national et des institutions multilatérales. Et surtout, je parle sous le contrôle du président Soglo, c'est une vraie contribution à la vie quotidienne des habitants. Comme il dit souvent, Cotonou était un marécage, il faut absolument lutter contre le marécage. C'est une question pas de confort, c'est vraiment une question de sécurité pour les populations et ils ont droit à un aussi bel ouvrage. Mais il est au service de toutes les populations du quartier et de celles qui vont le traverser, je pense, dans la discipline et le plus grand civisme, en assurant la sécurité des piétons. Mais pour tous les habitants de Cotonou, c'est un progrès et un progrès représentatif de ce qu'il faut qu'on fasse, monsieur le maire, de plus en plus souvent au service des populations. Lancés en février 2014, les travaux sont à un taux d'exécution de 95%. D'ici 3 mois, les finitions pour son embellissement prendront fin et le pont sera donc définitivement mis à la disposition de tous les usagers. Séance de travail entre la délégation de la Banque mondiale chargée de la supervision du PUGEMU et le ministre de l'Urbanisme. La délégation en mission au Bénin est allée faire le point du déroulement de sa mission au ministère de l'Urbanisme, de même que les remarques observées quant à l'évolution et l'exécution du projet d'urgence de gestion environnementale en milieu urbain. C'était hier. On retrouve Fallon Kisezounon. C'est du 22 juillet au 3 juillet 2015 que s'est déroulée la mission de supervision de la Banque mondiale en ce qui concerne le projet d'urgence et de gestion environnementale en milieu urbain, PUGEMU. La présente rencontre est donc l'occasion de faire le point de cette mission au ministre en charge de l'urbanisme. Une mission dont l'objectif est de passer en revue les différentes composantes du projet, de même que sa gestion financière. Et selon les résultats observés sur le terrain par la délégation, le Bénin s'en est bien sorti. Tout se déroule bien et on a constaté un remarquable progrès dans tous les composants. Surtout les composants sous la réhabilitation des caniveaux, qui inclut la construction des ponts de Fifaji. La banque est très très contente avec les progrès et les collaborations avec les ministères concernés. Mais toutefois, la mission de la Banque mondiale déplore le non-respect des engagements par certains bénéficiaires. Un problème que le ministre entend résoudre dans les tout prochains jours. En ce qui concerne votre préoccupation, notamment la contrepartie des municipalités, parce que je crois qu'au budget national, on fait le mieux qu'on peut, mais les bénéficiaires directs, ce sont les municipalités, et je crois, avec votre observation, nous allons essayer de les rencontrer et faire le point des ressources dont elles bénéficient, leur contrepartie, et leur montrer la nécessité que pour que ce projet puisse avoir un terme heureux, il faut leur contrepartie pour la réalisation des ouvrages prévus. Pour finir, la délégation de la Banque mondiale a exprimé toute sa joie de voir que le pont de Fifadi est désormais prêt pour être mis à la disposition des populations, car, faut-il le rappeler, la réalisation de ce pont est l'une des composantes du PUGEMU. L'unité de protection de l'environnement veut combattre la déforestation dans la commune de Djidja. Une équipe de cette structure, avec à ses côtés les éléments des eaux et forêts, était sur le terrain vendredi pour une activité de reboisement. L'objectif est de rendre la commune de Djidja plus verte sur place. Voici le reportage de Gillian Dansou. Halte à la déforestation, surtout dans la commune de Djidja où le phénomène prend de l'ampleur. L'unité de protection de l'environnement mène ce combat depuis 3 ans. Un combat qui apparemment donne ses fruits à travers les activités de reboisement. Ceci en est une parfaite illustration. L'objectif fondamental
nos populations doivent comprendre que la déforestation est un phénomène redoutable pour le changement climatique et que nous devons arrêter de couper un tant soit peu les arbres et que nous devons planter et entretenir. Surtout ça. Et vous allez remarquer sur nos sites, tous ceux qui sont passés ici, qui ont planté, ont leur nom. Le maire de Didia encourage l'initiative qui, à terme, vise à rendre sa commune plus verte. Aujourd'hui, nos parents à Didia ont tellement coupé les arbres que c'est une grande déforestation. Quand vous êtes même déjà au début du goudron là-bas, et même à l'intérieur, vous voyez, Didia n'était pas comme ça. Tout a été coupé. Et la plus grande quantité de charbon qui va à Cotonou, ça part de Didia. Et tout le monde le sait. Donc nous sommes en train de demander à nos parents de planter des arbres parce qu'ils ont déjà tout coupé. Sinon désormais, on ne pourra plus cultiver. Didia va perdre son nom de grenier du Zou et ce n'est pas une bonne chose. Dans cet élan de reboisement, l'agroforesterie est privilégiée. L'agroforesterie est une pratique que nous avons vulgarisée depuis longtemps pour réaliser les plantations. C'est quoi l'agroforesterie? C'est l'association des cultures vivrières avec la plantation des arbres. Des arbres mis en terre dès leur jeune âge vont bénéficier de l'entretien que vous faites sur les cultures vivrières. Et là, vous entretenez et là, vous profitez de cet entretien-là pour grandir. Tous les responsables présents ou représentés à cette cérémonie ont mis en terre des plants qui porteront plus tard leur nom. Et vous aviez remarqué, l'arbre planté par le colonel au nom du ministre en charge de l'environnement porte son nom. Y compris d'ailleurs l'arbre planté par vous les journalistes, ça doit porter vos noms. Donc ça veut dire que nous devons revenir pour faire l'entretien. Didia, grenier agricole du Zou, ensemble avec l'unité de protection de l'environnement, vient ainsi de concrétiser la vision des autorités en charge du domaine. Le comité spécial des partenaires bénino-belges a tenu sa session annuelle vendredi dernier. La rencontre visait à faire le point du programme indicatif de coopération 2013-2017. Ce fut aussi une occasion de formuler des recommandations pour l'amélioration de la gouvernance des projets inscrits et mis en œuvre dans le cadre du programme PIC 2013-2017. Olivier Sougoué pour le reportage. Cette session annuelle du comité spécial des partenaires bénino-belges consacre la revue à mi-parcours du programme PIC, programme indicatif de coopération 2013-2017 entre le Bénin et la Belgique. D'un montant global de plus de 36 milliards de francs CFA, le programme PIC a permis de financer des projets dans les secteurs de l'agriculture, de la santé, mais aussi dans des secteurs transversaux tels que le genre, l'environnement et le renforcement de capacités. Cette session, dois-je le souligner, consistera à faire le bilan détaillé à mi-parcours du programme indicatif de coopération 2013-2017 en relevant ses forces et ses faiblesses. Sur la base de nos observations, il nous sera ensuite aisé de formuler des recommandations qui tiennent compte des nouvelles orientations, bien sûr, recommandations susceptibles de nous aider à améliorer la gouvernance des projets inscrits et mis en œuvre dans le cadre du programme indicatif 2013-2017. Les relations de partenariat entre le Bénin et la Belgique au cours des prochaines années vont connaître de nouvelles orientations, lesquelles seront basées sur deux grands axes. La politique belge en matière de coopération au développement doit s'inscrire dans les évolutions européennes et internationales. Nous plaidons pour une politique de développement européenne unifiée où chaque pays donateur cherche ses niches et ses points forts. La coopération belge au développement aspire à plus de concentration. Comme vous devez le savoir, la liste des pays partenaires a été récemment réduite de 18 à 14 pays et le Bénin en fait toujours partie. La coopération au développement belge aspire à une plus grande complémentarité avec les acteurs non gouvernementaux et plaide pour une approche intégrée et une concentration des ressources disponibles.
C'est dans les années 70 que les premières bases de coopération entre le Bénin et la Belgique ont été jetées. D'abord universitaire, elle s'est par la suite institutionnalisée en 1990. Aujourd'hui, la coopération entre le Bénin et la Belgique se veut plus transparente pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Une approche intégrée de promotion des droits de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes, c'est l'intérêt du projet Eto Obi Odo, un projet porté par l'ONG Seradis, appuyé financièrement par le Royaume des Pays-Bas à plus d'1 milliard de nos francs et qui touche 8 communes béninoises. Clotaire Awekon, Yves Agoropessi. Réduire la fracture intergénérationnelle et promouvoir le plaidoyer pour une approche par les droits en santé sexuelle et reproductive, c'est l'objectif du projet Eto Obi Odo. Entendez littéralement devoir parents jeunes. Un projet triennal qui touche 8 communes pour la bagatelle de plus d'1 milliard de nos francs, entièrement financé par le Royaume des Pays-Bas. Oui, vulnérables nous le sommes, car sans protection, nous avons la faiblesse d'être atteints par tant de menaces. En effet, la conscience de notre vulnérabilité a déterminé Seradis à initier le projet Eto Obi Odo pour une prise de responsabilité collective dans la promotion des droits à la santé sexuelle et de la reproduction des adolescents, adolescentes et jeunes. Et nous en sommes très fiers et très reconnaissants. Les programmes des services de santé de la reproduction et de santé sexuelle peinent à toucher les adolescentes, en particulier certaines catégories particulièrement vulnérables, les 10-24 ans, les filles déscolarisées, les adolescentes mariées, les filles vivant sans leurs parents. Ces filles laissées pour compte sont nettement sous-représentées dans les usagers des services et programmes existants alors qu'elles constituent les groupes les plus à risque. Le projet cible principalement les filles du milieu rural et les migrantes en raison de ce qu'elles partagent la condition d'adolescente en situation de vulnérabilité. En acceptant de financer ce projet, l'ambassade des Pays-Bas s'inscrit dans une dynamique, celle de contribuer à l'amélioration de la santé de reproduction des adolescents et jeunes béninois scolarisés ou non de la tranche d'âge de 10 à 24 ans. Car, comme vous le saviez, une jeunesse bien informée aujourd'hui, cela sera le parent responsable et conscient de demain dont le Bénin a besoin. L'organisation gouvernementale Centre de réflexion et d'action pour le développement intégré et la solidarité, Seradis un acronyme à l'origine de ce projet créé en 2007, tient à l'avènement d'un mode de justice, d'équité et de bien-être pour les individus et les communautés. Pérenniser les avancées, sauver des vies, investir dans la lutte contre le paludisme. Voilà le thème qui accompagne depuis 2 ans la célébration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Au Bénin, c'est bien à Plaroué, dans le Koufo, cette commune qui a abrité les manifestations officielles. Une célébration en différé, puisque la date conventionnelle de commémoration de cette journée, c'était le 25 avril dernier. Et le Zuinator pour les temps forts de cette cérémonie. Le paludisme constitue aujourd'hui l'une des premières causes de morbidité et de mortalité au Bénin. Elle touche les couches les plus vulnérables, notamment les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Des efforts sont déployés par le gouvernement pour venir à bout de ce fléau, mais beaucoup reste à faire. Je lance un appel au pays et aux parties prenantes pour que les ressources disponibles soient orientées vers les localités les plus touchées par le paludisme et vers les populations et les groupes les plus exposés au risque de contracter cette maladie. Au-delà de la question de financement, il faut informer, conscientiser, sensibiliser, amener les populations à avoir de bons réflexes, de bons comportements, tant sur le plan préventif que curatif. Une population mal en point ne peut assurer le développement de son pays. Il y a des mesures de base que les populations peuvent prendre. Première mesure de base, c'est l'utilisation au quotidien des moustiquaires imprégnés aux insecticides à longue durée d'action. Je voudrais dire aussi que l'utilisation des
produits à base d'artémisinine revêt aujourd'hui un intérêt majeur. Le thème qui accompagne depuis 2 ans la célébration de la journée mondiale du paludisme est suffisamment évocateur. Réaliser les avancées, sauver des vies, investir dans la lutte contre le paludisme. D'où ce message depuis à Plapoué du premier responsable du secteur. C'est pour vous et c'est pour nous aussi le moment plus que jamais de nous lever. De nous lever comme un homme pour mettre en évidence notre engagement à lutter contre l'endémie palustre. Vaincre le paludisme, c'est promouvoir le bien-être, c'est également accroître la productivité et garantir le développement socio-économique du Bénin. Entre le ministre de l'économie maritime et les travailleurs de la COBENAM, c'est désormais parti pour la mise en œuvre des actions en vue de la relance des activités à la compagnie béninoise de navigation maritime. Lors de sa visite de prise de contact avec le personnel de cette compagnie, le nouveau ministre en charge des infrastructures portuaires a invité l'ensemble du personnel à se joindre à l'effort collectif pour l'accomplissement de la mission commune. Renaud Capo. L'exercice est quasi habituel et le ministre Patrick Yerima n'y a pas dérogé. Après sa prise de fonction officielle à la tête du ministère chargé de l'économie maritime, il parachève sa tournée de prise de contact dans les structures sous tutelle. Ainsi, après le port autonome, la SOBEMAP et le Conseil national des chargeurs du Bénin, le nouveau ministre en charge des infrastructures portuaires est allé à la rencontre des travailleurs de la COBENAM, la compagnie béninoise de navigation maritime. Ici, c'est tout le personnel conduit par le directeur général Denis Obachabi qui s'est mobilisé pour accueillir le ministre de tutelle. Peut-on considérer, Excellence, Monsieur le ministre, votre arrivée à la tête de ce département ministériel comme étant un nouveau départ avec des formules magiques? Ou alors, une arrivée comme toute autre, car la COBENAM est une structure qui demande un souffle nouveau. Notre compagnie continue de se battre dans des conditions souvent difficiles pour se maintenir à flot. Les problèmes que rencontre actuellement la COBENAM et qui influent négativement sur sa santé financière découlent d'une part de la baisse générale du trafic qu'elle manipule et d'autre part de l'insuffisance de ses moyens face à une concurrence très rude. Selon le ministre Patrick Yerima, cette rencontre de prise de contact constitue une étape importante dans la mise en œuvre des actions destinées à relancer les activités au niveau de la COBENAM. Il s'avère nécessaire que nous conjuguions nos efforts pour pérenniser les activités de la COBENAM. À ce sujet, il importe de relancer le transport maritime des personnes et des marchandises, développer le transport fluvio-lagunaire auquel j'attacherai particulièrement du prix par l'exploitation à titre expérimental de la liaison Cotonou-Porto Novo, Cotonou-Calavi, dont les conclusions des études de faisabilité technico-économique et financière sont disponibles et en donnent la preuve de sa pertinence. Créée en 1974, la compagnie béninoise de navigation maritime a pour mission de faciliter les échanges internationaux entre le Bénin et le reste du monde via le transport maritime des passagers, des marchandises, la consignation des navires, le transit, le magasinage et le camionnage. Eh bien, c'est sur cet élément que nous bouclons, nous refermons ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous tout à l'heure à 23h30, ce sera avec Amandine Aniabosso. Merci et à demain.